ferait vivre hein, les ruelles de la Médina et toutes les passions, toutes les histoires qu'elle recèle. Enfin, nous arrivons au septième roman dont on va parler, la solitude des cités de béton. Et là, je dois dire que ce roman marque en quelque sorte une évolution par rapport au roman précédent. Dans l'imaginaire de Ahmed Mahfouz, il y a en quelque sorte deux Tunis. Il y a deux Tunis. Le Tunis, le centre-ville et la Médina. C'est un Tunis, c'est un lieu de vie, véritablement. C'est là que c'est un lieu de vie avec ses douceurs et ses aspérités, hein, avec son essence de jasmin et sa poussière, mais c'est un lieu de vie, un lieu intense où la jeunesse de la ville s'exprime d'une manière passionnelle, en disant ses amours, ses ambitions, ses rêves, ses luttes, ses déceptions, etc. Et là, on glisse, mais on a déjà glissé avec la nouvelle Construire, dit-elle, on glisse vers la périphérie de Tunis, vers la périphérie, et là, c'est une dérive que déplore Ahmed Mahfouz, poète de la ville de Tunis et amoureux de la ville de Tunis, et la spéculation foncière, malheureusement, a fait naître comme des champignons beaucoup de cités populaires et beaucoup de résidences chic, entre guillemets, mais qui sont au contact des bas-fonds et qui n'en finissent pas de s'étendre comme une excroissance. Et on voit, elles sont entourées, ces résidences chic sont entourées de chantiers. Et c'est là que se déroule l'action de ce roman. Donc la ville de Tunis, évidemment, le paysage à la périphérie, le paysage urbain devient sinistre. Hein. C'est un paysage de briques rouges et de ciment noir. Et quand il y a un ensemble résidentiel, c'est d'une blancheur grisâtre, avec des immeubles et des villas jumelés carrés, uniformes, rectangulaires, et sont toutes d'une laideur repoussante. Et donc ce sont des cités sans vie, sans âme, des cités dortoirs, qu'elles soient populaires ou résidentielles, ce sont des cités dortoirs et qui n'ont plus cette effervescence, cette vie qui anime le Tunis, le vieux Tunis, avec sa Médina et avec son centre-ville. Alors on assiste en quelque sorte à un Tunis déshumanisé, hein, avec ses cités dortoirs, et autour de ces cités et autour de ces chantiers prospèrent des commerces illicites, des commerces clandestins. Hein. Il y a partout des baraques, des boutiques qui vendent des produits alimentaires de base pour les ouvriers, hein, et qui même trafiquent du mauvais vin, hein, et avec un réseau de prostitution, et tout ceci, évidemment, est sinistre et déplorable. Mais comme on est dans un roman, hein, il doit y avoir une histoire romanesque. Hein, et donc, dans cette désolation, dans cette solitude, naît une idylle amoureuse. Hein, une idylle amoureuse entre un diplômé, un maîtrisard de philosophie, le chanteur, qui n'a pas trouvé de travail et qui, après quelques tentatives dans le journalisme et dans les écoles libres, a dû se résoudre à travailler dans les chantiers en tant que manœuvre. Et ou à côté justement de ces quartiers résidentiels
et du haut de son échafaudage, il voit une belle jeune fille, à travers la fenêtre, à travers la fenêtre de la cuisine où elle s'installe et où elle est engagée comme baby-sitter. Il s'agit de Hassan, qui elle est diplômée de l'Institut supérieur de musique et qui entame un master sur le chant arabe, le chant judaïque du nord-ouest, d'où elle est originaire. D'ailleurs, les deux personnages sont originaires du nord-ouest et ils sont venus à Tunis pour réaliser leur rêve d'émancipation et de promotion. Et malheureusement, cette histoire d'amour finit tragiquement par un meurtre, le meurtre de Hassan. Et dans la troisième partie du roman, il y a une enquête policière pour identifier le meurtrier. Mais la police a tout de suite pensé à Saïd, son amoureux. Saïd, son amoureux. Il a été donc accusé de meurtre et il a été emprisonné. C'est une histoire d'amour qui finit tragiquement. Ça, c'est pour l'histoire. J'en viens maintenant aux aspects esthétiques et littéraires de ce roman. D'abord, le réalisme. Alors, ce n'est pas un réalisme brut et dur, ce n'est pas un réalisme à la Balzac ou à la Zola, un scientifique qui entend faire une enquête scientifique sur la société tunisienne. C'est un réalisme social empreint de beaucoup d'humanité, qui est celle de l'auteur lui-même, qui aime sa vie et qui aime ses habitants, et qui a beaucoup de sympathie pour les gens qu'il voit, qu'il rencontre, avec qui il a des relations. Il a un regard plein de sympathie pour la société qu'il décrit, mais qu'il décrit avec lucidité, quand il montre les défauts, les problèmes. Mais sans méchanceté, toujours avec empathie. Et donc, là encore, on assiste à une évolution par rapport aux romans précédents. Dans les romans précédents que j'ai présentés tout à l'heure, il s'agit pour Ahmed Mahfouz d'évoquer une atmosphère. L'atmosphère, la belle ambiance du Tunis, le Tunis de la belle époque, des années 70 et même des années 80. Une atmosphère très intéressante. Ici, malheureusement, comme à la périphérie, Tunis avait perdu son âme, il y a un constat lucide, un constat amer d'une ville qui perd son âme, qui est déshumanisée. Et donc, ici, le roman décrit une véritable tragédie, une véritable dérive de la ville de Tunis. Tunis n'a plus le charme de son centre-ville, n'a plus le charme de sa médina. On est en quelque sorte dans un no man's land, sinistre, déshumanisé, et les rapports entre les personnages sont des rapports très durs, très cyniques, abstraction en fait de la relation amoureuse de Saïd et de Hassan. Le réalisme également a une dimension historique, puisque
à un certain moment donné, le roman se présente comme une chronique des événements du 14 de la Révolution, du 14 janvier. Et le personnage principal du roman participe à ces événements-là, et il participe activement à la Casbah, aux événements, au sitting de la Casbah, et avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'espoir, espoir d'un changement, espoir d'un avenir meilleur, évidemment, comme pour tous les Tunisiens. Le meurtre de Hasna également permet à l'auteur de dévoiler un autre aspect désolant de la vie publique tunisienne. C'est l'amoureux de Hasna qui est accusé de meurtre. Et donc, tout le monde s'acharne contre le pauvre, c'est celui qui est innocent. Alors les résidents, les habitants de ces quartiers huppés accusent évidemment cet ouvrier qui rôde autour de leurs immeubles, donc il est le premier suspect, et les médias s'en mêlent d'une manière atroce, et je dirais en charognard. Ils se déchaînent sur le pauvre Séville, la télévision, la presse écrite, Facebook, tout le monde amplifie l'événement et accuse un innocent Séville, et tous les moyens sont bons pour faire du sensationnel, pour donner une version scandaleuse de ces événements, et surtout pour accuser ces jeunes qui viennent de derrière les plaques, comme on dit chez nous, les horizontins, qui viennent polluer en quelque sorte la vie sereine de Tunis. Et donc là, pardon. Et que pense l'auteur de... Oui, je vais en parler. D'accord, oui. Alors, l'auteur, évidemment, est en empathie avec tous ces jeunes, avec tous les Tunisiens, et pour lui, Tunis n'est pas seulement pour les Tunisois, elle est pour tous les Tunisiens. Et donc, son roman est du côté de la victime, et non pas de ses accusateurs. Et donc, cette presse qui se déchaîne, et qui fantasme sur ce meurtre, s'éloigne de la vérité des faits, et celui qui a commis le meurtre court toujours, et surtout à cause de ces médias qui cherchent le buzz, qui cherchent le sensationnel. Alors, autre changement par rapport à l'œuvre précédente, c'est l'humour. Dans les premiers romans, il y avait beaucoup d'humour, parce qu'on est à Tunis, parce qu'on est dans la Médina, on est au centre-ville, un monde vivant, et donc plein de vie, et je dirais d'humour. Mais là, on est dans un espace en quelque sorte déshumanisé, et il y a très peu de place à l'humour, mais comme le Mahfouz a l'humour dans le sang, cet humour apparaît dans l'épilogue, à la fin, dans l'épilogue, le patron de Hasna, engage une nouvelle babysitter en remplacement de Hasna qui est morte. Et donc, il engage une vieille dame, pour que son minable et beau-fils ne tourne pas autour. Donc une pointe d'humour, mais dans une fin en quelque sorte tragique. Alors, autre point intéressant
dans ce roman, c'est la narration, la construction du roman. Alors la construction du roman, en 3 parties. Première partie amère, deuxième partie amour, troisième partie amour. Alors, première partie, c'est le constat d'une cité de désolation, d'exil, de solitude, de mal-être. Et puis, au beau milieu, amour, la naissance de l'amour, de l'espoir, d'une idylle. Et puis, le meurtre qui arrive et qui nous plonge dans la tragédie. Alors, cette construction me rappelle la tragédie. La tragédie qui établit dès le départ un constat d'échec, de mal-être, et qui annonce évidemment un dénouement tragique. Mais avant le dénouement tragique, il y a une lueur d'espoir. Et c'est ce qui arrive dans notre roman. Le meurtre survient au moment où Hasna et Séville ont trouvé un emploi digne de leur diplôme, un emploi dans un centre d'appel. Et c'est à ce moment-là où tout semble s'arranger pour eux que le meurtre survient. Donc il y a une ironie tragique dans ce sens-là. C'est au moment où il espère commence à créer que le drame arrive. Et puis l'ironie tragique aussi consiste dans le fait que ce soit la victime elle-même qui est accusée de meurtre. Parce que Hasna est victime d'un meurtre, mais lui aussi, en tant qu'amant de Hasna, a perdu son amante et sa future fiancée. Et donc c'est lui-même qui est accusé de meurtre. La troisième, le mode narratif est dans l'ensemble à la troisième personne. Le roman est à la troisième personne, mais l'auteur ne nous prive pas des joies de la polyphonie et il donne la parole à Hasna et à Séville, et on a un récit à ce moment-là à la première personne. Et le lyrisme, il gagne. Et ce sont des moments forts, des moments de grande intensité lyrique. Autre technique romanesque, le roman commence par la fin. Au début, on voit Séville de retour dans son village à sa sortie de prison. Et comment en est-il venu là? C'est ce que va nous raconter le roman. Et donc, Ahmed Mahfoud sait nous tenir en haleine, surtout vers la fin, quand on commence l'enquête policière et on ne connaît pas l'identité du criminel. Il y a un regard, c'est le regard d'un artiste. Le regard d'un artiste, ce n'est pas un réalisme à l'état brut, mais c'est un regard d'artiste. Mahfoud est étalon de lettres, qui aime le théâtre, le cinéma, la poésie, la peinture, l'architecture, etc. Et donc, l'écriture du roman est ponctuée de références littéraires. Mais je retiens un élément essentiel dans le roman, qui est la scène fondamentale du roman, c'est le personnage principal, Séville, sur son échafaudage, entrant d'épier les mouvements de celle qui sera sa bien-aimée. Et donc, il la voit à travers une fenêtre. Et ça me rappelle, je ne sais pas si l'auteur y a pensé, ça me rappelle Hitchcock, le film, le chef-d'œuvre de Hitchcock, Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour. Oui, et donc, il voit, il observe les locataires. C'est un échange. Oui. Et donc, si vous voulez, la fenêtre, c'est l'écran. C'est l'écran et c'est le désir. Et c'est à travers la fenêtre que s'exprime le désir et que naît l'amour. Bien.
Dernier point, la valorisation du patrimoine. C'est un grand thème chez Ahmed Mahfouz, la valorisation du patrimoine. Ici, le Hassan fait une recherche sur la chanson populaire, Jbeli, Arabi, et c'est un sujet qui tient à cœur à Ahmed Mahfouz dans les jalousies de la rue Andalouse, il célèbre le quartier andalou de la Médina, la ville de Tunis, la rue Bacham, donc il y a les hauts lieux de Tunis qui sont valorisés dans le réseau. Voilà une idée sur ce roman qui est très captivant, dont la lecture est aisée et qu'on ne lâche pas hein, quand on le commence. Donc voilà. Merci mon ami Amar. Je voudrais d'abord, pour commencer, dire tout le plaisir et l'honneur d'être présenté par un grand professeur de littérature française, Amr Ben Ali. Amr Ben Ali est connu pour être un professeur de poésie. Il a fait une thèse sur l'Apollinaire. Et donc, si on voit bien un peu la déformation professionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il prend les choses à cœur et ça donne une assez longue communication qui est très profonde. Et je ne sais pas ce que je pourrais ajouter à ce que Amr a dit. Je voudrais également saluer le personnel de l'IFT et à la tête Madame l'attachée culturelle qui nous fait l'honneur de sa présence. Moi, je voudrais surtout parler du travail de l'écrivain, c'est-à-dire comment, parce qu'on m'a toujours posé la question quand est-ce que vous allez écrire sur la Révolution? Avec Emel déjà sur RFI, depuis dernier voyage à Tiranis, elle m'a dit, est-ce que vous ne pensez pas écrire sur la Révolution? Déjà, on n'écrit pas sur la Révolution sur commande. Et il faut aussi laisser mûrir quand on a des idées, quand on a des images, des scènes, etc. Et voilà le premier, à mon avis, roman qui stigmatise en quelque sorte les 10 ans de révolution tunisienne. Alors, le point de départ, je l'ai dit à la fin, c'est une rencontre avec mon étudiant dans la banlieue où j'habite, et il me révèle qu'il travaille la Mramma, c'est-à-dire qu'il est sur un chantier, et il m'explique que parce qu'il est d'un village assez modeste, il est de Raldima, voilà, et ses parents sont des petits paysans modestes, il ne peut pas se permettre le luxe de rentrer, donc il reste à Tunis pour travailler en attendant le CAPES. Mais bon, cet étudiant a réussi le CAPES, il est maintenant enseignant, c'est pas le même destin que Séville. Voilà. Alors, quel est le trajet justement de l'écrivain par rapport à cette anecdote réelle? Comment un écrivain va-t-il utiliser la réalité pour en faire un roman ou une fiction? D'abord, le rôle du roman, c'est de raconter le vécu. Par exemple, l'histoire de la sociologie, ils font des analyses, ils analysent les événements, ils apportent des chiffres, ils apportent des preuves argumentatives sur le succès au sens de devenir, c'est-à-dire ce qu'est devenu la révolution du 14 janvier, et le romancier justement raconte le vécu et il part d'un exemple particulier de deux personnages qui sont licenciés et qui ne trouvent pas du travail, et en attendant le CAPES, ils font des petits boulots. Alors, ça, c'est
maintenant, c'est devenu presque une condition universelle. Même en France, les maîtrisards et même les doctorants ou les docteurs font des petits boulots en attendant de trouver le boulot qui convient à leur vocation. Justement, donc, moi, je suis parti de cette situation pour dénoncer un peu la déception des jeunes qui n'ont rien récolté de la Révolution, avec tous leurs espoirs, avec leur engagement, leurs rêves. Ils ne sont pas arrivés à réaliser ces rêves-là, et j'essaie d'illustrer ça par un exemple, par un couple face à une société qui est un peu hostile. C'est la société de banlieue, parce que la banlieue, ce sont un peu les classes moyennes, les classes un peu arrivées, un peu intégrées dans leur petit confort, et ils sont un peu hostiles à tout ce qui vient de l'extérieur, si vous voulez. Donc c'est un roman qui dénonce aussi un peu ce qu'on appelle les clivages à la fois régionaux en Tunisie et les clivages des classes. Donc, ces personnages sont victimes et échouent parce qu'ils appartiennent à des classes défavorisées et ils ne peuvent pas accéder à leur rêve. Surtout, je voudrais parler un peu du travail sur le langage, parce qu'un romancier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui essaie de s'exprimer par un langage. J'ai essayé, par exemple, de travailler un peu d'opposer des discours. Il y a le discours des gens, des résidents de cette banlieue triste, qui ont un discours un peu plein de préjugés, qui ont un discours un peu extrême droite, si vous voulez, qui rejettent tout ce qui est changement, qui diabolisent un peu les gens qui viennent de l'extérieur. Et puis, il y a en face un ensemble de marginaux, de maçons, de gardiens, de petits vendeurs. Il y a même des Thénardier qui profitent de l'atmosphère pour exploiter un peu les maçons. Et ceux-là, ils ont un discours plutôt viscéral, en quelque sorte. C'est un discours un peu, il est plein de révolte. Parce qu'il n'y a pas que Séville et Akna, il y a par exemple Issa, qui est le Jésus. Ils se sont toujours crucifiés, parce que Issa en arabe, ça veut dire Jésus, et ils se sont un peu crucifiés. Donc j'ai opposé les discours. J'ai également essayé de stigmatiser un peu le discours de Facebook et les médias, ce qu'on appelle les tabloïds, c'est-à-dire des médias qui cherchent le buzz. Parce qu'aujourd'hui, on dit, on n'a rien gagné à part la liberté d'expression, mais la liberté d'expression est elle-même aliénée parce qu'il n'y a pas de liberté de conscience, parce que l'opinion, elle est gouvernée et par Facebook et par des médias qui sont un peu qui cherchent plutôt le buzz, qui déforment un peu la réalité. Donc j'ai essayé un peu de montrer comment les médias et Facebook ont la capacité de transformer un innocent en monstre. Et finalement, un dernier mot, je dirais, il y a échec de la révolution, mais pour moi, comment est-ce que je peux dénoncer l'échec? En montrant que la révolution a créé sa langue de bois, c'est-à-dire que la révolution est luttée contre un discours langue de bois de l'ancien régime, mais elle a fini
en 10 ans, à créer elle-même sa langue de bois. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre. Donc, je vous pose la question par rapport à la scène de la condamnation de Séville. Ça m'a rappelé la scène de condamnation au niveau de l'affaire Cala de Voltaire. C'était la même situation au niveau des préjugés. On a jugé quelqu'un d'innocent, et un peu parce que X a vu et Y il a dit. On n'a pas eu des preuves, des choses concrètes, quoi. En fin de compte, on a jugé quelqu'un d'être coupable parce qu'il était amoureux. Et là, c'est ma façon de voir les choses. C'est une façon de condamner cette révolution. On a jugé qu'elle a échoué parce qu'on n'a pas vu des points positifs jusqu'à l'instant. Mais est-ce qu'on peut voir vraiment des points positifs sur un accident dans l'histoire tunisienne? Parce que ce n'est pas une révolution intellectuelle quelque part. Et l'absence de l'intellectuel, il a rendu l'échec. Et là, je reviens à Sabine, qui est l'étudiant philosophe qui se trouve en fin de compte dans un travail marginal. Rien que parce que la section qu'il a fait, elle est marginalisée. Il est philosophe, donc il n'est pas dans l'intellectuel. L'intellectuel n'est plus intéressant. Pourtant, les habitants du banlieue, ce sont des arrivistes qui ont réussi à avoir de l'argent. Donc là, c'est la Tunisie de 2021. Celui qui a de l'argent, il peut réussir, il peut être innocent, parce que celui qui a commis le meurtre, il a été innocent jusqu'à la fin. Et celui qui défend les idées, il est condamné par des préjugés. Est-ce que ça peut être votre façon de voir les choses? Oui, parfaitement. Il y a plusieurs niveaux d'éclivage finalement. Il y a région défavorisée contre le centre, qui est plutôt favorable. Vous savez que toute l'histoire de la Tunisie, c'était un éternel conflit entre ce qu'on appelle Bled Siba et Bled Marzi. Bled Siba, c'est-à-dire les nomades, c'est-à-dire tous les périphériques, tous les itinérants, et Bled Marzen, c'est le centre. Le Marzen, c'est le centre du pouvoir. Donc, on a ici un exemple, encore une itération, une répétition du même conflit, c'est-à-dire le centre est favorisé par rapport à la périphérie, aux régions un peu éloignées. Disons, ce n'est pas toutes les régions qui sont défavorisées, mais surtout des régions un peu sur la chaîne de la classe, c'est-à-dire le nord-ouest en descendant vers Gasserine, en descendant, c'est-à-dire tout ce qui est repoussé vers les montagnes. En fait, c'est un éternel conflit dont parle Samuel lui-même dans le Maghreb moderne. Il y a également, comme vous dites, il y a un conflit entre la culture et l'argent. Donc, prof de philo, et Hasna est une diplômée de musique, et elle travaille sur les mansillettes, parce qu'il faut parler de la valorisation. Les mansillettes, c'est-à-dire les chansons oubliées du quai. Elle prépare une thèse sur les chansons. Elle veut conserver, sauvegarder le répertoire des chants du quai. En fait, l'idée m'est venue, j'ouvre une parenthèse, à Tar Haddad, j'ai assisté avec Ali Saïdel, le grand musicologue tunisien, sur les chansons des femmes dans les montagnes. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Il a présenté des femmes qui sont complètement inconnues. Il a montré quelle est la puissance et l'art de leur voix. C'est à partir de là que m'est venue l'idée de faire du personnage de Hasna quelqu'un qui est en train de rassembler, d'archiver les mansillettes. Donc il y a ce second conflit entre culture et argent, et il y a aussi un conflit de classe, finalement. Les paysans et les pauvres contre des gens qui sont un peu casés, des banques. Ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes sont les classes où la dynamique sociale est la plus profonde, parce qu'ils sont un peu encore attachés à des problèmes de besoin, mais ils aspirent, il y a de l'aspiration, et dans cette aspiration, il y a ce qu'on appelle de l'arrivisme. Voilà. Si j'ai répondu à votre question.
d'une certaine manière. Oui. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je suis arrivée là un peu par hasard en fait, parce que je suis venue étudier, je n'avais pas du tout qu'il y avait cette présentation. Et moi je suis géographe et je travaille sur un quartier de Tunis qui s'appelle le Larmal. Et c'est un quartier du coup, qui est au centre de Tunis, mais qui reste assez marginalisé. Et, il a disparu aujourd'hui. Qui reste encore là, maintenant il reste encore, je pense que c'est ça que j'étudie, enfin, il est en fait au milieu de quartiers assez aisés. Et ce que vous disiez par rapport à la révolution, ça m'a assez intriguée, ça m'a intéressée aussi. Et moi, ce que j'ai vu aussi à travers les entretiens que j'ai pu mener à Jules Larmal, c'est que la révolution finalement n'avait pas mis à mal en fait l'état policier qui continue à exister encore aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes qui habitent à Jules Larmal, aujourd'hui dans leur circulation dans la ville de Tunis, restent encore stigmatisés, puisque sur leur carte d'identité, il y a marqué Jules Larmal. Donc eux, quand ils sont arrêtés par des policiers, en centre-ville, sur Chalère de Gliba, on leur dit mais qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites ici, rentrez dans vos quartiers, rentrez à Jules Larmal. Est-ce que vous pensez, enfin je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans votre livre, mais est-ce que vous pensez aussi que en fait finalement la révolution n'a pas mis fin justement à cet état policier qui reste encore très fort? Elle n'a pas mis fin au clivage social, bien sûr. Ces quartiers-là, vous parlez de Jbel Lahma, c'est juste derrière la clinique Tawfiq, avant. Mais maintenant, il a presque disparu, je crois. Fawzi Mater en a parlé, par exemple. Dans le conclave des pleureuses, il parle de la montagne rouge, c'est-à-dire, il parle de cette rue de la Patience qui est le mausolée d'Armand Fayesh, et puis il parle de la montagne rouge. Ça, c'était dans les années 70-80, quand la ville de Tunis s'agrandissait du côté de Manzan. Mais maintenant, la ville est en train de s'agrandir du côté des lacs et del Manar, etc. Donc, je pense que le décalage a un peu... Il y a un déplacement des quartiers pauvres et quartiers riches. Moi, je ne suis pas géographe, donc je ne suis pas spécialiste pour parler de... Mais il y a quand vous travaillez sur les quartiers, il y a Habib Bled, qui est un grand géographe et qui a travaillé sur l'extension de Tunis. La manière dont Tunis s'est agrandie. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer ce roman comme un roman d'apprentissage? C'est-à-dire initiation? Oui. C'est-à-dire que le héros connaît une aventure qui va le marquer profondément et qui à la fin va le mettre en cause. Il y a une animation de la conscience. C'est la conclusion du roman. Oui. Mais c'est un apprentissage un peu douloureux quand même. Oui, bien sûr. Il y a, vous l'avez bien relevé, il y a le cycle d'une tragédie, c'est-à-dire en une année, il a connu l'amour et il a connu la mort. Donc, et après le dénouement, c'est il se retire de l'amour et de la mort. Donc, il y a presque une construction à thèse, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse en quelque sorte. Oui, à la fin, il y a une prise de conscience nietzschéenne. Oui. Hein, il est maîtrisé en philosophie, il est passionné par Nietzsche, mais à la fin, il découvre son être nietzschéen. Et il se situe, après cette époque-là, par-delà le bien et le mal. Enfin, par-delà le bien et le mal, et cela lui donne une grande force à la fin. Et il défie à sa sortie de prison, il défie la foule de ses accusateurs, oui. Hein, et il leur reproche d'être de mauvaise foi. Et il n'a pas peur de les affronter. Donc il acquiert une certaine maturité. Exactement. À la fin. Puisqu'on a parlé de tragédie, je pourrais même parler de théâtralité, c'est-à-dire qu'il y a
une sorte de représentation théâtrale, c'est-à-dire la manière dont j'ai travaillé l'espace. Tu as à la fois la cité, il y a l'arrière-cité. L'arrière-cité, là où il y a les Thénardier, il y a le vendeur de Taboun Amanta et de Ayari, il y a l'épicier, il y a toute une vie qui grouille derrière. Il y a le plan et l'arrière-plan, en quelque sorte. Ou si je utilise le terme théâtraux, la scène et le hors-scène. Ce qui se passe dans le hors-scène. Et même le regard de Séville lorsqu'il est en haut de l'échafaudage et il voit un peu ce que vous appelez fenêtre sur cour. C'est un peu filmique, mais aussi il y a de la théâtralité. Je dirais qu'il y a aussi une symbolique chrétienne, entre guillemets, parce que du haut de son échafaudage, il est seul. Oui. Et cet échafaudage, c'est le symbole de sa solitude en quelque sorte. Et évidemment, ça nous rappelle Saint Antoine sur sa colonne, le mystique, qui refuse le contact avec la société. Et l'image du prophète chez Victor Hugo, le poète, seul sur son noir sommet, qui regarde la foule qui est en bas. Il y a beaucoup d'intertextes dedans. Ah oui. Il y a beaucoup d'indifférence avec les œuvres d'art, avec la littérature. C'est peut-être ce qui caractérise un peu la nouvelle écriture, parce que les écrivains, avant, ils avaient un contact direct avec la vie. C'est-à-dire, ils voyagent, ils s'imprègnent beaucoup du vivant. Alors que l'écrivain d'aujourd'hui, il est plus ou moins universitaire, ou professeur de secondaire, donc il s'imprègne de livres. Et c'est toujours des réécritures, finalement, le roman. C'est-à-dire un roman qui est réécrit un autre roman. Oui, voilà, la femme m'a rappelé à la fois le cas de Goriot et Anne de Paris. Hein. Oui. À la fin, c'est comme si le personnage disait Anne de la vie. Hein. Oui. Hein, Anne de la vie. Et le rouge et le noir. Oui. Hein, quand il défie, à sa sortie de prison, quand il défie ses accusateurs, ceux qui veulent sa tête, en leur disant qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils sont injustes à son égard. Oui. Comment le discours finit par charmer la foule. Il s'en disait, son discours. Il les traverse. Oui. C'est un peu aussi les mouches de ça. Oui, il y a beaucoup d'interférences, évidemment. Le théâtre, parce que j'étais un peu enseignant de théâtre et donc il y a des réminiscences qui me sont connues. Et je regarde aussi beaucoup de films. Il y a des scènes qui relèvent du filmique. Par exemple, le samedi, chez Touhem, le bar un peu improvisé, les gens qui attendent pour s'accoupler avec les prostituées, ils sont là, et le client, il est derrière un rideau de mousseline. Après, je me suis rendu compte que c'est une scène qui ressemble beaucoup à la dernière tentation du Christ de Scorsese. Le Christ, avant qu'il va y avoir ce revirement, il est là dans le bordel. Le bordel, c'est une grande strip avec une dokken, un truc élevé, et les clients sont en train d'attendre leur tour chacun, et lui, sa conscience est en train de travailler. C'est vraiment la culture filmique qui m'est revenue à travers cette scène. On peut finir par un message d'espoir, parce que c'est marqué, les héros de ce roman sont des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, malgré cette réalité amère, les jeunes diplômés qui font des petits boulots, tout ça. Donc, y a-t-il un message d'espoir pour les jeunes de l'après-révolution? Les jeunes qui fuient le pays, les jeunes
ils s'impatientent. Nous, les adultes, qu'est-ce c'est qu'on un peut peu dire? un roman noir, Oui, un peu sombre. Malgré ce béton. Voilà, je suis un peu piégé par les deux moments. C'est que Kamel, l'autre jour, à l'Union des écrivains, il m'a révélé à moi-même. Il m'a dit que les romans de Ahmed Mahfouz se finissent. Il y a deux choses. Ils commencent toujours par la fin et ils finissent toujours mal, finalement. Bon, mais moi, je n'arrive pas à me débarrasser de. Parce qu'une fin optimiste, c'est vraiment, je la trouve un peu surannée en quelque sorte. C'est un peu artificiel. Bon, dans les jalousies de la rive andalouse, j'ai essayé de faire deux fins finalement. Une fin réelle et puis l'écrivain qui intervient pour améliorer un peu, pour modifier un peu la fin. Oui. Mais on ne commente pas une fin. Il y a une certaine autonomie de l'écriture par rapport au romancier, finalement. On a toujours l'idée que le romancier maîtrise son roman. Mais une fois tu mets les personnages sur pied, tu mets ce que Cocteau appelle la machine infernale. Une fois la machine commence à fonctionner, elle n'appartient plus au créateur. Elle appartient à sa propre logique. Il y a une véritable logique de cette machine. Oui, mais à son retour au village, Oui. quand il revient au village, il y a quand même l'espoir d'un soleil, Oui. d'un nouveau départ. Il y a quand même l'espoir d'un nouveau départ. Il dit qu'il me reste l'amitié des plantes. Oui. L'amitié des plantes, donc il se convertit en écolo en quelque sorte. Il y a un refus de la ville. Et c'est un peu le mouvement qui se fait un peu partout dans le monde, même en France. Il y a pas mal de jeunes saturés qui reviennent vers les campagnes, qui essayent de faire quelque chose. Moi, l'année dernière, j'étais invité à Testour par un groupe de professeurs qui se sont alliés pour créer une ferme où ils habitent, une ferme avec des plantations et tout ça, avec une agriculture, et samedi, dimanche, ils l'ouvrent au public, c'est-à-dire comme maison d'hôte, mais également ils servent des tisanes, ils servent des repas bio, ils disent. Donc, il y a ce mouvement chez des jeunes, ça commence un peu chez des jeunes un peu cultivés. Forcément, quand quelqu'un n'est pas cultivé ou quand quelqu'un est dans la nécessité, il ne peut pas imaginer de telles idées. C'est le retour à l'état de la naissance. On est en relation amicale avec la nature qui nous comprend, plus que la cité qui nous comprend. Elle ne nous comprend plus. Je crois que c'est plutôt des moments de crise. Par exemple, en 68, en France, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont revenus vers les campagnes. Il y a eu le mouvement hippie. Le mouvement hippie qui a un retour vers la campagne, vers la nature. Donc c'est toujours les moments de crise où il y a une sorte de régression fœtale, mais au plan sociologique. Voilà, Madame Nataché. Merci. Hein? Merci. En tout cas, moi, j'ai adoré le livre. Merci beaucoup. C'était une très belle lecture. Le style, évidemment, c'est ce qui me touche plus que l'histoire, particulièrement. Je m'intéresse au style. Et ces jeunes-là, au début de la Révolution, il était au 9 avril. Il venait là-bas, il s'installait parce que l'Avril est une grande faculté, plein de dédales, etc. Et c'était tout proche de la Casbah. Et donc il s'installait vraiment il prenait des salles. Et même les intégristes aussi, ils ont pris des salles qu'ils ont vidées pour faire la prière. Les autres, ils ont pris des salles, mis des ordinateurs et ils ont commencé à, c'est-à-dire un quartier général de la Révolution.
Merci. Merci à vous. Au prochain roman, Inch'Allah.